Bonjour, je vous envoie un complément d'information ce matin concernant les dessins mécano-soudés, spécifiquement pour le gabarit de soudage. Donc, les objectifs aujourd'hui dans cette démonstration-là, c'est de vous aider à comprendre les erreurs que vous avez faites dans certains de vos dessins. Euh, je vais vous proposer une façon de faire, donc une technique qu'on peut utiliser qui est de scinder en différents dessins les informations, puis de les réviser séparément. Comme par exemple, prendre juste les symboles de soudage. Ensuite, prendre juste les codes d'usinage, ou juste les codes de soudage, etc. Donc, aussi, on va aller faire un petit tour dans SolidWorks à la fin, pas très longtemps, qui va nous permettre de regarder certaines notions de mise en plan, certaines fonctions qu'on peut utiliser pour faciliter notre travail. OK, donc première chose qu'on va regarder, c'est le dessin qui va nous permettre de mettre les dimensions pour assembler les pièces soudées. Donc, on appelle ça là, les codes d'assemblage. Euh, pour placer ces mesures-là, il faut se mettre un peu dans la peau de l'assembleur. Donc, l'assembleur, c'est un soudeur qui, euh, qui est vraiment bon pour positionner les composantes les unes avec les autres. Donc, on va utiliser des éléments d'assemblage comme des équerres, etc., des straight edge qu'on appelle des barres droites, des éléments de positionnement précis pour le soudage. Euh, et puis ensuite de ça, il y a un autre soudeur qui va faire le travail de souder toutes les pièces ensemble. Donc l'assembleur, lui, fait juste taquer les pièces, va faire des petites soudures pour que ça tienne, mais c'est pas lui qui va souder toutes les composantes euh, à net, là, on pourrait dire. Donc l'assembleur, lui, ce qu'il a besoin comme dimension, c'est des mesures en fractions, si vous travaillez en pouces, ou des mesures en millimètres, donc au millimètre près, pas de décimales. Donc ça, c'est le maximum de précision qu'ils sont capables de faire avec de l'assemblage. Sur le dessin, ce que j'ai fait en premier ici, c'est que j'ai vraiment isolé toutes les mesures d'assemblage. Donc j'ai enlevé tout le reste du dessin. J'ai conservé seulement que les mesures d'assemblage pour que ce soit plus clair. Donc on va zoomer sur une des vues pour bien vous montrer les dimensions. Donc comment j'ai placé les dimensions sur mon dessin? Ben, c'est sûr que lorsque c'est possible, j'utilise des mesures qui vont partir de mes références que je vais identifier au début. Donc, comment identifier les références sur notre dessin? Je pense que c'est une des premières choses qu'on doit faire. Les références A, B et C, imaginez-vous qu'on positionne le gabarit sur une table, puis on veut avoir quelque chose qui est, dans le fond, une référence qui va être fixe, qui va être facile à avoir. C'est sûr que la base de notre système, donc la référence A, c'est vraiment la plus grande surface. Donc, ce serait cette surface-là ici en dessous de la pièce qui va être notre référence A, notre plus grande référence. Par la suite, les autres, donc la B et la C, c'est plus ou moins important laquelle qu'on va prendre. Mais ce qui est intéressant, c'est de prendre un coin de notre pièce, un coin du bâti. Pourquoi? Parce que sur la table pour l'usinage, sur la commande numérique, on va pouvoir s'appuyer sur le coin puis faire notre zéro machine sur ce coin-là. Et puis pour aussi l'assemblage, donc comme vous voyez ici avec les dimensions que j'ai, c'est plus facile de partir de la table pour se mesurer. Euh, donc c'est ça qu'on va faire. Donc le plus possible, mes dimensions d'assemblage, donc chacune des composantes que j'ai à souder ensemble, je vais donner toutes les dimensions le plus possible qui partent des références. Maintenant, ce n'est pas absolument nécessaire. Pourquoi? Parce que pour le soudage, la précision n'est pas très grande. Donc, ça ne change pas grand-chose que je me parte de la base ou que je parte de d'autres composants. Donc, dans la mesure du possible, je vais partir des références, mais si ce n'est pas possible, comme par exemple ici si je zoome un peu, les colonnes qui servent à positionner des clamps ici sur le dessus, il y a une petite plaque soudée qui dépasse de 1 demi-pouce. Mais cette mesure-là, je n'ai pas à la partir de la référence. Ce serait trop compliqué pour le soudeur, puis ça ne donnerait pas un gros avantage. Donc, moi, ce que je veux, c'est que la petite plaque dépasse un peu de mon tube pour pouvoir positionner ma clamp. La clamp, on le sait qu'elle est ajustable, donc c'est pas si grave que ça. Si je suis même 1,8 à côté de la mesure, ça va marcher pareil. Ensuite, je vous montre la vue d'en haut. Là, vous voyez qu'ici, il y a un peu de rouge, là. C'est parce que sur mon dessin d'origine, j'avais oublié certaines dimensions. Puis j'ai oublié même des vues. Donc, j'avais oublié de faire cette vue-là ici qui me permet de voir l'assemblage du petit triangle de renforcement ici. Puis j'avais pas la dimension, j'avais aucune vue pour permettre de faire la dimension
d'assemblage de ce triangle-là. Donc, j'ai rajouté une vue sur le côté ici. Et sur la vue finale, vous allez voir la version définitive, là, donc la version corrigée de ce dessin-là. Je vais aussi mettre la version corrigée sur le Teams en partage pour que vous puissiez l'avoir, la version corrigée. Donc, c'est ça qui est intéressant, d'avoir les dimensions toutes séparées. Donc, dimension d'usinage, dimension de soudage, les bulles, tout ça, j'ai tout séparé. Donc, ça me permet de voir certaines erreurs que j'ai faites que normalement, que j'aurais pas vues. Maintenant, un petit détail ici que j'ai voulu vous faire remarquer, c'est que j'ai des dimensions d'assemblage pour des blocs usinés ici. Donc, si on prend par exemple celui-là, donc le petit bloc usiné, je dois le positionner au soudage. Malheureusement, la cote de soudage est comme effacée parce que je viens usiner la surface qui me servirait normalement à positionner la surface de soudage. Ce qu'on fait dans ce temps-là, puis on le voit souvent dans l'industrie, c'est que vous allez avoir comme des petits pointillés que j'ai mis en rouge ici, qui vont représenter la surface d'origine. Et par la suite, on aurait une deuxième mesure qui partirait de la surface usinée, qui, elle, viendrait donner vraiment la bonne mesure, qui serait la mesure usinée. OK? Donc, c'est comme si je mettais en ligne fantôme la matière où est-ce qu'elle existe au début, juste pour me permettre de mettre une dimension d'assemblage. Et par la suite, je vais rajouter une deuxième mesure qui serait, elle, ma mesure définitive pour le soudage, pour l'usinage, qui serait la mesure précise. Euh, Par contre, ça demeure optionnel, dans le sens que le soudeur puis l'assembleur peut quand même déduire que si on veut faire un usinage sur cette surface-là, il faut que je rajoute une surépaisseur de matière. Donc, lui, il va soustraire la matière que ça prend. Donc, habituellement, on laisse environ un 8, mais souvent, pour éviter des erreurs de calcul, puis des suppositions qui ne seraient pas correctes, on va donner les dimensions au soudeur pour faire le travail d'assemblage. Maintenant, moi, sur mon dessin, je ne l'avais pas mis pour ne pas complexifier trop les choses, parce que c'est déjà assez complexe comme ça, mais juste pour vous indiquer là, que c'est une façon qu'on aurait pu le faire. Ensuite, j'avais oublié certaines dimensions d'assemblage, là, comme par exemple ces petites dimensions-là ici. Donc ça, ce sera sur la version corrigée aussi. Maintenant, les symboles de soudage. Donc là, j'ai fait un autre dessin sur lequel j'ai rajouté des symboles de soudage, mais j'ai enlevé toutes les autres dimensions pour vous permettre de bien comprendre. Donc, les symboles de soudage. Donc, ça serait vraiment important que vous révisiez le document qui s'appelle Lecture de plan et soudage, que j'ai mis disponible dans le dossier de dessin de détail et d'ensemble, le cours de deuxième année en dessin. C'est disponible sur le partage, comme je vous dis. Donc, si vous ne l'avez pas fait déjà, ce serait important de réviser ce document-là parce qu'il explique vraiment quels sont les symboles à utiliser, comment les utiliser, etc., etc. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais vous donner 2-3 exemples de symboles de soudage que j'ai utilisés, puis de la façon aussi que je les ai utilisés dans mon dessin. Premièrement, lorsqu'on a un dessin d'assemblage mécano-soudé qui est assez complexe comme on a là, en fait, il y a 2 règles à suivre qui vont nous faire sauver de la complexité sur les symboles de soudage. Premièrement, on va mettre les symboles seulement que sur un côté lorsque c'est symétrique. Okay? Puis moi, mon montage, il n'est pas symétrique à 100%. Si je le regarde du dessus, on voit qu'il y a quand même des différences au milieu. Ce n'est pas vraiment symétrique. Mais de chaque côté ici, cette portion-là avec cette portion-là, ça avec ça, ça avec ça, tout ça, c'est symétrique, on peut dire. Donc là, si je mets des symboles, par exemple le symbole de soudage en vert que j'ai ici, sur cette portion-là, bien, comme l'autre est pas mal symétrique ici, je n'ai pas besoin de le rajouter encore une deuxième fois. Donc, ça va me faire de l'espace pour mettre des dimensions ou d'autres symboles. Donc ça, c'est la première règle. Lorsque c'est symétrique, on en met juste sur un côté. Maintenant, deuxième règle qui va me servir à sauver un peu d'espace et de complexité, c'est lorsque vous avez des joints soudés similaires. Comme par exemple, si je vous zoome ici, cette portion-là, ici je ne suis pas capable de sélectionner, je ne suis pas avec ça. Non, je ne suis pas capable de pointer. Bon, en tout cas. Donc, comme je vous disais, lorsque j'ai des joints similaires, par exemple, ici j'ai une soudure en T. Donc, j'ai un tube avec un autre tube qui vient souder dessus. Je mets mon symbole de soudage. Et sur l'autre tube qui est similaire ici, je n'aurai pas nécessairement besoin de mettre le même symbole
si je mets la notation typique, OK? Donc là, les typiques, moi, ce que je vous avais dit en deuxième année, c'est que je ne voulais pas en voir, à moins que ce soit vraiment évident que c'est similaire. Là, je voulais être prudent parce qu'on a une mauvaise habitude de vouloir sauver des symboles de soudage puis mettre des typiques une fois sur un symbole puis dire que c'est soudé pareil partout. Dans le fond, ça ne fonctionne pas comme ça. Dans l'industrie, c'est vraiment strict, l'utilisation des symboles de soudage. Donc, ce qu'il nous demande de faire, c'est de mettre un symbole typique uniquement lorsqu'on a le même type de joint soudé, la même géométrie et les mêmes grosseurs de pièces. Il faut vraiment que ce soit exactement le même joint soudé. Donc, ça donne que moi, j'en ai qui se répètent. OK? Donc, j'ai le même joint soudé ici en T qui se répète là et là. C'est la même affaire ici, c'est les mêmes pièces. Mais j'ai quand même rajouté un autre symbole ici, on a le droit de le faire. De l'autre côté, c'est symétrique, donc je n'ai pas à le faire une deuxième fois. Euh, donc, c'est vraiment ça qui va me permettre de sauver certains symboles puis d'alléger mon dessin le plus possible. Maintenant, les symboles qui sont un peu moins utilisés, vous avez ce symbole-là ici. OK, donc, je vais le zoomer un peu. Donc, ce symbole-là va vous permettre de souder comme dans le creux des tubes. Puis ici, on a beaucoup de tubes. Puis, étant donné qu'ils ont des coins arrondis comme ça fait une zone pour souder qui est comme un chanfrein. Donc, cette zone-là est intéressante pour faire le soudage. Ça fait une soudure qui est solide. Donc, le symbole à utiliser, c'est bien celui-là. OK? Donc, j'en ai vu plusieurs qui prenaient l'autre symbole dans SolidWorks. On a un autre symbole qui ressemble à ça. OK? Donc, il ne faut pas les confondre. Ils sont vraiment semblables. Puis ça, c'est pas la bonne version, là. C'est sûr que si vous m'avez mis ce symbole-là, j'ai barré, j'ai mis du rouge là-dessus. Donc, c'est vraiment celui-là ici qu'il faut utiliser. Son nom en français, c'est les soudures à barre et à barre relevée. Euh, Puis en anglais, dans SolidWorks, il faudrait que je revérifie. Là, on va y aller tout à l'heure. On fera le test. Donc, la soudure comme ça, c'est vraiment le modèle qu'on veut retenir. Donc, c'est comme si j'avais une ouverture ici qui fait que ma soudure ressemble à mon bord de tube qui est relevé ici, qui est arrondi. Vous remarquez que j'ai mis en vert ici certains symboles. Donc ça, c'est des symboles que lorsque j'ai révisé mon dessin en isolant tous les symboles de soudage, je me suis rendu compte qu'il me manquait certaines affaires. Ce qui m'a permis aussi de découvrir des choses qui me manquaient, ben, c'est que j'ai dessiné mes soudures. Voyez-vous? Donc ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais dans votre tête, là, vous pouvez essayer de repérer, dans le fond, tout ce qui est soudé, puis de quelle façon c'est soudé. Je me suis rendu compte, entre autres, que j'avais mis trop de soudure à des places. Comme par exemple, mes renforts triangulaires que j'ai ici, ça n'a pas besoin d'être soudé full, qu'on appelle. Ça n'a pas besoin d'être soudé de façon continue, ok, parce que c'est juste des renforts. Donc, on n'a pas besoin d'étanchéité, on n'a pas besoin d'une solidité extrême là-dessus. Donc, j'aurais pu mettre juste un pouce dans trois, ça aurait été correct pour la soudure ici, ça aurait été suffisant. Euh, donc, j'ai mis certaines corrections en vert et j'ai essayé de les refaire, de les corriger dans mon dessin d'origine pour vous donner une bonne version finale. Il y a certains symboles aussi qui me manquaient, donc je me suis rendu compte qu'il y avait des coins que, après avoir dessiné toutes les soudures de chacun de mes symboles, il restait des trucs qui n'étaient pas soudés. Donc, j'ai rajouté certains symboles qui me manquaient. Donc, je les ai dessinés en vert ici sur cette vue-là. Je pourrais vous donner en partage aussi les différents PDF de chacune des versions, si vous voulez prendre le temps de les analyser comme il faut. Donc ça, c'était pour mes symboles de soudage. Maintenant, les trous percés qui vont être des trous précis. OK? Donc ça, c'est vraiment important. Puis là, je vais zoomer la vue de face parce que c'est sur cette vue-là qu'on voit le plus d'informations intéressantes. Donc, les trous percés précis, c'est des trous qui sont usinés sur la commande numérique. Donc, nécessairement, ces trous-là doivent avoir une origine X, Y, Z. Donc, l'origine sur la commande numérique va correspondre avec mes surfaces de référence, donc les surfaces A, B et C que j'ai identifiées sur ma pièce. Donc, toutes les dimensions doivent partir de ces trois références-là. Okay? Ça, c'est vraiment nécessaire. Ce n'est pas comme pour le soudage où là, on pouvait partir de d'autres surfaces, ce n'était pas si grave. Donc ici, c'est vraiment très important qu'on parte des références X, Y, Z, qui est notre zéro ici, donc les références A, B, C. Maintenant, pour la cote de diamètre,
Ici, ça va être important de mettre la quantité des trous percés. Donc, celui-là, ici, sur ma plaque, j'avais 3 trous pour mes goupilles précises que je dois percer. On va aussi mettre le diamètre en décimales, 3 décimales ici, avec la tolérance d'usinage qu'on va calculer à l'étape de tolérancement. Ça va me prendre des tableaux Excel pour calculer cette valeur-là. Dernière chose qu'on retrouve ici, c'est la tolérance de position. Faites attention, sur une mesure comme celle-là, j'ai besoin d'un symbole diamètre, ma tolérance que je vais mettre. Dans notre travail de projet 1, on n'a pas à faire le calcul de ça. Donc, cette valeur-là va être mise de façon approximative. Donc, si vous travaillez, par exemple, au millième de pouce, on pourrait mettre un millième, ça pourrait être quelque chose de raisonnable. Et ici, vous remarquez que je n'ai pas de symbole maximum de matière. OK? Donc, en fonction de l'utilisation des pièces, on pourrait avoir un symbole maximum de matière. On pourrait même en avoir sur les références. Mais dans un cas comme celui-là, ça ne s'applique pas. Okay? Parce qu'il n'y a pas de jeu minimum nécessairement qui vont faire que je vais avoir une position qui va être plus ou moins précise. Donc, on se souvient que les maximums de matière vont avec les jeux minimums qu'on a sur les pièces. Donc, ici, ça ne s'applique pas. OK. Autre chose que vous remarquez, c'est que j'ai mis en jaune ici une ligne d'axe. Puis là, la ligne d'axe est vraiment pâle là, dans SolidWorks. Je ne sais pas pourquoi il me l'a fait pâle comme ça. Il faudrait aller jouer un peu dans les réglages puis mettre la ligne plus foncée. On la voit à peine. Donc, cette ligne d'axe-là est très importante. Pourquoi? Parce que ça va identifier aux machinistes que les trous qui sont faits dans ce bloc-là et dans ce bloc-là ont la même position XY. OK? Donc, en largeur puis en hauteur, ils vont être alignés. OK? Donc, ça peut paraître évident quand on connaît le projet et qu'on sait à quoi ça sert, sauf que le machiniste, lui, il ne sait pas nécessairement que ça doit être aligné, ces perçages-là. Donc, sur la notation, on va lui indiquer qu'il y a 4 trous à percer, on le voit ici, mais il en voit seulement 2 sur la vue de face. Donc, ça prend les lignes d'axe pour venir lui dire que c'est les mêmes tolérances qui s'appliquent pour chacune des pièces, dans le fond, qui sont alignées une derrière l'autre. Donc, celle-là avec celle-là, c'est la ligne d'axe qui vient faire le travail pour indiquer l'alignement des trous. Même principe pour la paire suivante. Ça ne sera pas long, mon ordi est gelé. On va essayer quelque chose. On va lui donner une petite minute. Ce délai est bien involontaire de notre part. Ce ne sera pas bien long. OK, donc j'ai trouvé mon problème, c'était ma souris. Ma souris a arrêté de fonctionner. Désolé pour le contretemps. Donc, si je continue maintenant, prochain dessin, c'est les codes d'usinage qu'on va avoir. Donc, les codes d'usinage, on a, dans le fond, sur nos 3 vues, on a des dimensions, encore une fois, qui vont partir des références A, B et C, qui sont mes références importantes pour le dessin. Donc ici, si je viens zoomer, okay, donc là j'y vais avec mon trackpad, c'est un peu moins évident. Donc si je viens zoomer la première vue, comme ceci, donc là toutes mes dimensions vont partir de mes références. Et là, contrairement à mes trous percés, où j'avais des mesures qui étaient encadrées, ici je vais avoir des mesures qui sont juste soit en décimales, avec 3 décimales pour bien spécifier le niveau de précision aux tolérances générales, ou encore je vais avoir des tolérances qui sont indiquées avec un plus ou moins quelque chose, okay? Tout dépendant des calculs qui auront été faits pour les tolérances. Vous remarquez qu'ici, j'ai beaucoup d'usinage à faire sur cette pièce-là et je vais indiquer 2 dimensions seulement. Par la suite, j'ai une vue agrandie et c'est sur cette vue agrandie-là que je vais pouvoir
Je ne sais pas si je vais pouvoir me déplacer facilement. Oui. Donc, c'est sur cette vue agrandie-là que je vais pouvoir venir indiquer quelles sont les dimensions plus précises pour le reste de l'usinage. Maintenant, les autres surfaces ne sont pas des surfaces de contact. Donc, tout ce qui est en bleu dans le fond ici, qui est identifié, va être usiné, mais il y a seulement que l'extrémité des butées qui sont les surfaces précises. Tout le reste est usiné, mais c'est du dégagement tout simplement. Donc, je n'ai pas besoin pour ces dimensions-là, je n'ai pas besoin de partir des références nécessairement. J'aurais même pu changer l'ordre de précision ici, puis mettre ça à, posons, aucune décimale ou une décimale, ou en fraction. J'aurais pu le mettre en fraction carrément, et ça aurait été bon quand même. Maintenant, j'ai gardé les 3 décimales parce que c'est des surfaces usinées et ça va être plus facile pour le machiniste de travailler avec les décimales directement. Euh, Maintenant, ça va. J'ai inscrit aussi ici que c'était un contour usiné en place. Pour être sûr que les pièces ne soient pas pré-usinées, puis qu'ensuite, il nous manque de la matière lorsqu'on arrive pour positionner les pièces au soudage. Autre chose aussi que vous allez remarquer sur mon dessin, c'est que j'ai rajouté des crochets d'usinage. Donc, les crochets d'usinage qu'on voit ici, je vous ai demandé de les rajouter sur vos dessins. Ceux qui ont eu cette annotation-là sur leur correction, sachez que je n'ai pas enlevé de point pour ça. C'était vraiment une indication pour vous dire c'est une bonne pratique à faire, surtout dans ce cas-là, parce que ça fait ressortir en fait les surfaces qui sont précises, qui sont usinées dans notre assemblage. Si on ne met pas les crochets, ça devient un peu plus, je dirais, difficile de distinguer qu'est-ce qui est soudé et qu'est-ce qui est usiné. Dans le fond, c'est juste le niveau de précision des cotes qui fait la différence. Donc, si on rajoute des crochets d'usinage en plus, les crochets, dans le fond, c'est comme un fini de surface, mais il n'y a pas nécessairement de chiffre dedans. Si on veut approfondir plus la conception, on pourrait mettre un chiffre pour indiquer quel est le niveau de précision qu'on va avoir pour chacune des surfaces usinées. Donc, vous voyez que j'ai rajouté les crochets sur toutes les surfaces, dans le fond, sur toutes les vues où on avait des surfaces usinées qui étaient montrées. Sur cette vue-là ici, aussi très important, je dois identifier la surface d'usinage. Puis là, ici, c'est vraiment pas évident parce que j'enlève pas beaucoup de matière sur mes pièces. J'enlève à peu près 1/8 de pouce de matière. Donc, le niveau de précision pour l'assemblage est quand même assez important ici. Si on voit que ça peut causer un problème pour l'assemblage, que ce soit trop précis, à ce moment-là, soit qu'on rajoute plus de matière, donc on fait la plaque plus épaisse pour enlever plus d'usinage, ou encore on indique sous forme d'annotation au soudeur que ça prend vraiment un montage très très précis pour ces plaques-là. Finalement, dernier dessin que je vous montre, c'est le dessin complet qui contient toute l'information regroupée. Euh, donc ici, j'ai mis tous les symboles de soudage. J'ai rajouté toutes les cotes d'usinage, les cotes de soudage, les cotes avec les tolérances géométriques. Et en plus, j'ai fait certaines corrections, comme par exemple la vue que j'ai rajoutée ici, qui va me permettre ici de noter la hauteur de cette plaque-là, qui n'était pas identifiée à l'origine sur le premier dessin que je vous ai envoyé. Ensuite, vous avez sur ce dessin-là, ce qui est nouveau aussi, c'est les bulles. Donc, si je vous zoome la partie d'en haut, donc vous voyez que j'ai identifié mes bulles ici et je suis venu pointer plus spécifiquement les surfaces. Donc ça va être important. Si c'est possible, faites-le comme ça, c'est-à-dire qu'on va pointer les surfaces des pièces plutôt que de pointer sur les arêtes des pièces. Quand on pointe sur les arêtes, ça nous fait une flèche. Euh, et puis, ce qui pourrait arriver, c'est qu'il peut y avoir une confusion qui peut arriver entre deux pièces. Vous avez deux pièces qui se touchent, puis il y a une flèche qui arrive entre les deux. Mais ce n'est pas évident laquelle des pièces est pointée. Donc, moi, j'aime mieux travailler avec les bulles qui pointent sur les surfaces. Autre chose que j'ai fait aussi, c'est que j'ai aligné toutes mes bulles ensemble. Donc, le plus possible, toutes mes bulles ici sont alignées comme une ligne. J'ai utilisé l'utilitaire dans SolidWorks qui s'appelle les lignes magnétiques. Donc, les lignes magnétiques me permettent d'aligner toutes mes pièces ensemble. Si vous voulez, tout à l'heure, je pourrais vous le montrer sur SolidWorks. Donc, ligne magnétique ici aussi. Donc, j'ai aligné toutes mes bulles une avec l'autre. Et puis, ça me permet d'avoir une présentation qui est plus soignée, qui est plus claire.
Autre chose aussi qu'on a de nouveau sur ce dessin-là, c'est la liste de matériel. Donc, juste quelques petits détails concernant la liste. Moi, la liste de matériel, comme mon dessin a été fait à plusieurs étapes sur plusieurs années, là, euh, donc là, je l'ai terminé comme il faut cette année, mais l'assemblage a été créé en plusieurs portions différentes, plusieurs années différentes, donc c'était fait un peu de toutes sortes de façons. Et je n'avais pas nécessairement un bel assemblage mécano-soudé. Donc, il a fallu que je triche un peu au niveau de la liste de matériel. Puis ça, il faudra que vous fassiez probablement la même chose aussi. Euh, la raison, c'est que souvent, on va avoir des pièces qui sont importées, on a des pièces qui viennent de différents endroits ou qui ont été faites de différentes façons. Ce qui fait qu'on n'a pas nécessairement un bel assemblage qui va nous donner une belle liste de matériel toute bien faite. À ce moment-là, ce que je vous suggère, ce que moi j'ai fait ici, c'est de créer la liste de matériel à partir d'une nomenclature standard, mais j'ai supprimé tous les éléments qu'il y avait dans ma liste. Puis je les ai refaits un à un en inscrivant les numéros de pièces. OK? Donc là, ce que vous allez voir, c'est que ça va créer des fois des petites erreurs comme celle que je viens de remarquer ici. Donc, il faut bien réviser notre liste après. Là, on voit que j'ai un numéro ici qui n'est pas bon. Normalement, ça devrait partir à 101. Pardon. Et puis, malheureusement, le numéro a été changé. Euh, et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais forcer, dans le fond, toutes les inscriptions qu'il y a ici. Il n'y aura pas nécessairement de lien entre les inscriptions et les pièces séparées. Donc, si je prends la pièce 115, par exemple, qui est une petite plaque coupée, donc ma pièce 115, j'écris que j'en ai deux, c'est une plaque à un quart, mais dans cette composante-là, 3D, il n'y aura pas nécessairement l'information plaque un quart. OK? Donc, dans mon dessin de détail 3 que je vais faire plus tard, il faudra que j'écrive manuellement que c'est la plaque un quart, numéro 115. OK? Euh, donc, d'autres choses aussi concernant la liste, c'est que tout est en majuscule dans ma liste de matériel. OK? Et je n'ai pas perdu de temps à écrire, par exemple, tube de support de ci ou de ça. Euh, j'ai juste écrit tube HSS, les dimensions. Puis ici, c'est important de mettre vraiment les dimensions en la grosseur du tube et son épaisseur aussi. Il y a plusieurs qui ont oublié d'écrire son épaisseur de tube et la longueur de coupage. S'il n'y avait pas de coupe spéciale, on n'a pas besoin de mettre de dessin de détail, donc c'est juste un bout de tube droit. Mais si vous avez des bouts qui sont coupés à 45 degrés, comme moi ici j'ai des bouts à 45, on le voit sur le dessin ici, ben à ce moment-là, ça prend un dessin de détail pour identifier les angles de coupe. Vous avez aussi d'autres, dans le fond, les plaques qui sont là, ce n'est pas indiqué nécessairement que c'est des plaques coupées au laser, mais on le sait que ça va être probablement ça qui va arriver. Les plaques vont être coupées au laser. Et on a finalement les blocs de support qui sont pré-usinés. Donc ça, j'ai écrit que c'était pré-usiné, mais je n'aurais pas eu besoin. Juste bloc de support, ça aurait été correct. Avec le numéro de dessin de détail, on va se retrouver et on va avoir toute l'information pour fabriquer ces pièces-là. Euh, Maintenant, pour les majuscules, si jamais vous avez oublié de faire la liste au complet de majuscules, il y a deux endroits qu'on peut aller changer les options de SolidWorks pour que ça devienne tout en majuscules d'un coup. Ça, j'ai eu des questions là-dessus. OK, donc j'irai vous montrer ça à l'instant. Sur cette vue-là, dans le fond, j'ai rien de plus à vous expliquer là-dessus. Bien important, toutes les bulles qui sont identifiées, puis réviser les bulles. Donc, on voit ici, j'en ai deux là, qui ne suivent pas la même numérotation. Même affaire ici. Donc, il faut faire attention. Il y a des petites erreurs qui se glissent à des endroits. Oups. Donc, il y a des erreurs qui se glissent. Donc, avant de remettre les dessins finaux, toujours réviser, réviser, réviser. Très important. Quand vous pensez avoir fini de réviser, imprimez votre dessin. Si vous avez une imprimante assez grande. Sinon, vous pouvez imprimer, par exemple, juste une vue sur une feuille, sur une petite feuille. Après ça, imprimer l'autre vue sur une petite feuille, etc. Puis prenez le temps de le regarder. OK? Puis quand on regarde les versions imprimées sur papier, on dirait qu'on trouve plus d'erreurs, OK, qu'à l'écran. Donc, c'est une bonne pratique, là. Essayez d'imprimer la liste, imprimer les vues, puis révisez-les une par une pour être sûr qu'il ne reste plus d'erreurs. Donc, je vais aller à SolidWorks et on va regarder certains petits détails. Donc, premièrement, on a parlé de la liste de matériel, donc on va regarder ça. Concernant la liste de matériel, j'ai vraiment de la difficulté à zoomer
Parce qu'il faut que je fasse ça avec mon petit trackpad sur le portable et c'est pas si évident. Non, ça va trop mal dans SolidWorks. Je vais essayer de me trouver un autre souris. Attendez-moi 2 petites secondes. OK, donc je suis de retour. Maintenant, OK, concernant la liste de matériel, je vous avais dit qu'il y a des options intéressantes là-dessus. Donc, premièrement, ce qu'on veut faire, c'est que dans les options de la liste, si vous voulez jouer avec la grandeur de la liste, n'oubliez pas que vous pouvez sélectionner les items dans la liste avec Shift et vous pouvez, dans Mise en forme, figer la hauteur des colonnes, la longueur des colonnes, la largeur, c'est-à-dire, et la hauteur des lignes. Donc ça, c'est les petits cadenas qui apparaissent sur mes lignes. Donc, c'est possible de changer la mise en forme et puis de bloquer des hauteurs, puis de débloquer aussi les hauteurs, c'est important. Et ça va me permettre de pouvoir changer la dimension de ma liste. Sinon, là, si vous laissez ça verrouillé comme ça avec les cadenas, vous ne pourrez pas changer le format de la liste. Donc, on essaye de garder le format d'origine si c'est possible, mais sinon, on peut le modifier un peu dans ces dessins-là. Remarquez que dans l'industrie, vous ne pourrez pas faire ça. Souvent, les compagnies veulent avoir un format standard pour la liste de matériel, puis il ne faut pas jouer avec ça. Mais pour les formats qu'on fait au cégep, c'est correct, on a le droit de jouer un petit peu avec pour se donner une chance. Maintenant, deuxième chose, c'est concernant les propriétés. Vous pouvez ici arriver dans la liste des propriétés et changer la numérotation, faire commencer la numérotation à 101 par exemple. Pour mon dessin mécano-soudé 1, ça aurait pu être intéressant. Bon, moi, comme j'ai joué avec ma liste, je suis venu modifier manuellement des affaires. Mais ce que ça fait, c'est qu'il va me changer certains numéros, comme mon numéro 1 ici. Moi, je ne veux pas que ce soit 115, je veux que ce soit 101. Je vais aller le changer manuellement, comme ceci. Autre chose aussi, je vous avais parlé des lettres majuscules. Donc, concernant les lettres majuscules, vous avez un clic dans le bas complet ici qu'on peut faire pour placer toutes les lettres en majuscules automatiquement dans votre liste. Donc ça va vous éviter du travail, ceux qui avaient déjà fait la liste, mais qui n'étaient pas tout en majuscules. Ensuite, concernant les bulles, moi, les bulles, je ne voulais pas qu'ils soient automatiquement, quand je clique sur, par exemple, sur une pièce avec ma bulle, quand je pointe une pièce, je ne voulais pas que le numéro change en fonction de la pièce. Je voulais que ce soit moi qui décide manuellement c'est quoi qui se passe. Donc, ce qui est arrivé, par exemple, comme cette pièce-là ici, qui est juste une barre droite, cette pièce-là ici, si je double-clique dessus, je suis capable de changer son numéro. Supposons que c'est la 117. Et voilà. Donc, j'ai pas. Dans le fond, la bulle est en mode. Vous pouvez changer le mode d'affichage de la bulle. Donc là, présentement, moi, ma bulle est en mode texte, mais par défaut, est en numéro d'article. Si vous cliquez sur numéro d'article, il va vous mettre 101 comme étant la première pièce. C'est sûr, ça pointe sur mon mécano soudé complet. Donc pour moi, c'est une seule pièce, c'est la 101. Donc ce que je fais dans ce temps-là, je mets ça en mode texte et je viens changer le numéro manuellement. Donc ça, je pense que vous êtes à l'aise quand même avec ça. Là, je vais le changer encore pour quelques pièces. Ici, donc ça c'est du 100, supposons 118 pour celle-là. Et celle-là ici, on va mettre 119. Donc là, il me manquerait certains items dans ma liste que je vais devoir rajouter. Fait que toujours réviser ces dessins, très important, c'est ce que je n'ai pas fait. OK. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur ce dessin-là? Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai fait une version PDF du dessin. Puis ça va être à regarder, dans le fond, là, réviser avec vos dessins pour être sûr que vous avez bien compris tout ce qu'il y avait à changer sur vos dessins à corriger. Et je m'attends d'avoir un dessin qui va être bien révisé là, pour la prochaine remise, remise numéro 3. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Ça me fait plaisir de vous aider. Donc là-dessus, je vous souhaite une bonne journée.